Personne ne savait qui était cette femme que la serveuse aidait, jusqu'à l'arrivée de ses avocats. Tu es une incapable, Valentine. Une complète et absolue incapable. Je ne sais pas pourquoi, diable, tu continues à travailler ici. Les mots de Nathalie Lambert résonnèrent dans tout le salon du restaurant L'Altitude 44 comme un coup de fouet. Non à voix basse, non dans la cuisine, non dans le bureau fermé où les humiliations ont au moins la décence de se cacher. Nathalie choisit de le faire là, au cœur du salon principal, devant les nappes de lin blanc, les verres en cristal de Val-Saint-Lambert et les convives en costume qui faisaient semblant de ne pas écouter en tenant leur menu avec des doigts bien manucurés. Valentine Mercier ne bougea pas. Elle avait 24 ans, mais à ce moment-là, elle semblait porter le poids de 40 ans de silence accumulé. Ses mains tenaient un plateau avec 2 plats de filets de sole meunière, parfaitement dressés, parfaitement équilibrés, parfaitement immobiles, bien que son pouls intérieur battait comme un tambour de guerre. Ses yeux sombres regardaient droit devant, non vers le sol, non vers Nathalie, non vers les convives qui murmuraient à l'avant, vers ce point neutre que l'on apprend à trouver quand la douleur doit attendre son tour. « Tu m'écoutes ?» exigea Nathalie en faisant un pas vers elle, les bras croisés sur la poitrine, avec cette expression qu'elle avait perfectionnée pendant des années à exercer son pouvoir sur ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Monsieur Bernard Lefebvre attend son entrée depuis 22 minutes. 22 minutes, Valentine. Dans ce restaurant, c'est une éternité. Ou bien tu n'as pas de montre, ou bien tu t'en fiches simplement. C'était une erreur en cuisine, Madame Lambert, dit Valentine d'une voix calme et précise, comme quelqu'un qui mesure chaque syllabe, pour qu'elle ne lui coûte pas plus que ce qu'elle a déjà coûté. La Sole est sortie tard du pass. Cela ne dépendait pas de moi. Je me fiche de qui ça dépendait. Nathalie leva la main comme pour frapper l'air, bien qu'elle s'arrêtât juste avant. Quand le client se plaint, le problème, c'est toi. C'est toujours toi. C'est pour ça que tu es là. Pour faire le bouclier. Tu comprends? Faut-il te faire des dessins? Un murmure gêné parcourut les tables voisines. Une dame d'âge moyen assise près de la fenêtre baissa les yeux vers son verre de chardonnay. Un homme en cravate bleue s'éclaircit la gorge. Personne ne dit rien, personne ne disait jamais rien. Valentine fit un pas vers la table de Monsieur Lefebvre, déposa les plats avec une précision qui frôlait l'artistique, sourit avec ce sourire qui ne naît pas du bonheur, mais de l'entraînement, et dit « Bon appétit, monsieur. Nous regrettons l'attente. » Monsieur Lefebvre, un homme d'une 50aine d'années avec une montre en or, et le regard de celui qui est habitué à ce que le monde lui présente des excuses, ne leva pas les yeux de son téléphone. Valentine retourna dans le couloir de service. Nathalie la suivit à 3 pas derrière, comme une ombre avec un parfum cher et des chaussures à talons qui claquaient sur le marbre dans un rythme que Valentine avait appris à haïr dès le premier jour. « C'est la 3e plainte cette semaine », murmura Nathalie lorsqu'elles furent hors de portée visuelle du salon, bien que toujours parfaitement audible pour la paire de commis de salle qui faisait semblant de plier des serviettes. « 3 plaintes, Valentine. À la 4e, je ne pourrai plus rien faire pour toi. » Valentine ne répondit pas. Non pas qu'elle n'eût rien à dire. Elle avait énormément. Elle avait 3 ans de choses à dire, empilées comme des boîtes dans une pièce sans fenêtre. Mais elle avait aussi appris que les mots dans la bouche de quelqu'un sans pouvoir sont des munitions que l'autre utilise pour vous tirer dessus en retour. Alors elle garda le silence, prit un autre plateau et retourna dans le salon. L'Altitude 44 était sur le papier l'un des 10 meilleurs restaurants de Bruxelles. 44e étage de la Tour Azur, sur l'avenue Louise, avec une vue panoramique à 360 degrés sur la ville. Menu d'auteur avec des influences de cuisine française contemporaine sur une base belge. Des prix qui faisaient que les gens vérifiaient 2 fois leur compte bancaire avant de faire la réservation. Réservation avec une liste d'attente de 3 semaines sur le papier. Ce que les critiques des magazines gastronomiques ne voyaient pas, parce que personne ne leur montrait les coulisses, c'était ce qui se passait de l'autre côté des portes battantes, la pression sourde sur le personnel de salle, les objectifs de vente d'accords mais vains que personne ne pouvait atteindre parce que Philippe de Clercq, le propriétaire, les ajustait à la hausse chaque trimestre avec la même logique impitoyable de celui qui sait qu'il y aura toujours quelqu'un de plus désespéré prêt à essayer. Les horaires qui s'étendaient sans paiement d'heures supplémentaires, parce que le commerce de l'hospitalité est ainsi. Si tu n'aimes pas, la porte est ouverte. Les pourboires que Nathalie redistribuait à sa discrétion, avec une discrétion qui favorisait curieusement toujours le personnel du bar et les serveurs qu'elle aimait bien, qui n'étaient curieusement jamais ceux qui ne remettaient rien en question. Valentine y était depuis 3 ans. Elle était arrivée de Durby avec un sac à dos en toile, un diplôme technique en gastronomie
obtenue en étudiant le soir à l'Institut hôtelier de Namur, tout en faisant la plonge le jour dans un petit restaurant familial du centre. Et l'idée ferme, presque têtue, que si elle s'efforçait suffisamment au bon endroit, les choses s'amélioreraient. Les choses ne s'étaient pas améliorées, mais elles n'étaient pas parties non plus, car partir signifiait abandonner. Et Valentine Mercier avait promis, debout devant la tombe de sa mère au cimetière de La Roche-en-Ardenne, qu'elle n'abandonnerait pas, que ce que sa mère n'avait pas pu avoir, elle le construirait, même si cela prenait du temps, même si cela faisait mal, même si elle devait supporter une Nathalie Lambert chaque matin pour le reste de sa vie. Il était 13h17 quand cela arriva. Valentine se tenait près de la station de service, remplissant une carafe d'eau plate avec des tranches de concombre. Lorsque la porte du restaurant s'ouvrit, cela n'attira pas immédiatement l'attention, car les portes de l'altitude 44 s'ouvraient constamment, mais quelque chose fit que Valentine leva les yeux. C'était peu, être l'absence de bruit. La plupart des clients de l'altitude 44 arrivaient en faisant du bruit de différentes manières, en conversant fort, en riant, en coordonnant des réservations par téléphone à la dernière minute, en traînant des chaises en cuir. Cette femme ne fit aucun bruit. Elle entra seule, lentement, avec ce genre de calme qui n'est pas passivité, mais contrôle absolu de chaque muscle, et s'arrêta près de l'hôtesse comme si elle avait tout le temps du monde, et qu'elle se fichait que le temps soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Elle avait environ 65 ans, les cheveux blancs argentés coiffés en chignon bas, qui lui donnaient un air à la fois sévère et élégant. Elle portait un tailleur couleur crème, sans excentricité, sans logo visible, sans rien qui criait l'argent de manière vulgaire. Seul le tombé particulier du tissu, la coupe précise des manches, la petite broche dorée sur le revers, suggéraient que ses vêtements avaient coûté ce qu'il fallait à Valentine pour gagner en 4 mois. Elle portait un sac à main sombre et rectangulaire sur le bras plié, sans chaîne décorative, sans monogramme. Simplement un sac qui coûtait ce que coûte une voiture d'occasion en bon état. Valentine la vit. Elle la vit vraiment, pas de la manière distraite dont on regarde les choses que l'on ne considère pas importantes. L'hôtesse de service, Manon, une fille de 22 ans qui occupait le poste depuis 4 mois et avait déjà parfaitement appris les hiérarchies invisibles du lieu, vérifia son écran avec une expression d'excuse fabriquée. « Bon après-midi. Avez-vous une réservation chez nous ?»« Non, » dit la dame âgée. Sa voix était tranquille, ni haute ni basse, du genre qui n'a pas besoin de volume pour être entendu. « Quel dommage !» dit Manon avec cette inflexion entraînée qui sonne aimable, mais signifie « ce n'est pas possible ». Malheureusement, nous sommes complets à 100%. Sans réservation préalable, nous ne pouvons pas vous garantir une table. Peut être si vous souhaitez nous laisser votre numéro de téléphone. « Je suis bien ici », dit la dame âgée sans bouger. « Je peux attendre. » Manon la regarda une seconde de trop. La femme ne semblait pas être une touriste confuse. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui ne comprenait pas la situation. Elle semblait être quelqu'un qui avait décidé quelque chose et ne voyait aucune raison de changer d'avis. « C'est que l'attente pourrait être de 40 minutes ou plus, » tenta Manon. « Je ne suis pas pressée, » répondit la dame âgée et s'assit dans le petit canapé d'attente près de l'entrée. Elle croisa les mains sur son sac et regarda vers le salon avec les yeux de quelqu'un qui observe sans faire paraître qu'il observe. Valentine, depuis sa station, vit tout et, sans savoir exactement pourquoi, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois dans ce restaurant. De la curiosité, ce fut Nathalie qui la vit 10 minutes plus tard. « Qui est cette dame ?» demanda-t-elle à Manon sur le ton qu'elle utilisait quand quelque chose lui causait une gêne esthétique, comme une chaise mal alignée ou une tache sur la nappe. Elle est arrivée sans réservation. Elle a dit qu'elle attendait. Nathalie l'étudia une seconde. Les vêtements discrets, sans accompagnant, sans le type d'énergie bruyante que les clients dépensiers apportaient, qu'elle savait identifier à distance parce qu'elle avait 15 ans à cultiver ce radar. « Dites-lui que nous sommes désolés, mais aujourd'hui, il n'y a pas de disponibilité, » dit Nathalie. « Je lui ai déjà dit que l'attente pourrait être longue, » murmura Manon. Elle a dit qu'elle n'était pas pressée. « Ce n'est pas une suggestion, Manon. » Manon se dirigea vers la dame âgée. Valentine, qui passait à ce moment-là avec un plateau propre vers le fond du salon, s'arrêta. « Madame, je regrette beaucoup la situation, mais la direction nous indique qu'il ne sera vraiment pas possible de vous servir aujourd'hui. Peut être si vous nous appelez demain pour faire une réservation. » La dame âgée tourna la tête vers Manon, non brusquement, elle la tourna simplement. Et Manon, sans pouvoir expliquer exactement pourquoi, sentit l'impulsion de faire un petit pas en arrière. « Je comprends », dit la dame âgée avec une parfaite courtoisie. « Alors j'attendrai dehors. » Et elle commença à se lever.
Ce fut à ce moment que Valentine traversa le salon. Elle ne réfléchit pas. Si elle y avait réfléchi, elle ne l'aurait pas fait. 3 ans dans cet endroit lui avaient appris que trop réfléchir avant d'agir était la seule façon de survivre. Mais quelque chose dans l'image de cette femme aux cheveux argentés, se levant du canapé pour aller seule dans la rue, rejetée sans vraie raison, activa quelque chose de plus ancien que la peur, quelque chose que sa mère lui avait semé avant que le monde ne lui apprenne à l'élaguer. « Madame », dit Valentine, et sa propre voix la surprit. « Si vous voulez m'accompagner, il y a une table près de la fenêtre latérale qui s'est libérée il y a 10 minutes. Elle est à moi, je veux dire, c'est ma table de service. Je peux m'en occuper. » La dame âgée s'arrêta. Elle la regarda non pas avec la condescendance avec laquelle la plupart des clients regardaient le personnel de service. Elle la regarda d'une autre manière, comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle. « Complètement, » dit Valentine, et, à un moment donné derrière elle, elle entendit le bruit des talons de Nathalie Lambert s'arrêter net sur le marbre. La table près de la fenêtre latérale n'était pas la meilleure du salon, mais de là, on voyait un angle de la ville que Valentine avait toujours trouvé beau, la bande verte du bois de la Cambre, contrastant avec le gris des bâtiments, et, au-delà, la silhouette des collines du Brabant wallonne, les jours où le smog le permettait. Aujourd'hui, c'était un de ces jours. Valentine plaça la carte devant la dame âgée à 2 mains comme on le lui avait appris. « Mon nom est Valentine. Je vais m'occuper de vous personnellement. Voulez-vous commencer par quelque chose à boire pendant que vous consultez le menu ? Eau plate, s'il vous plaît, sans gaz. Avec plaisir. » Valentine s'éloigna vers la station de boissons. Quand elle revint avec la carafe et le verre, la dame âgée n'avait pas ouvert le menu. Ses yeux étaient posés sur le salon. Pas sur la vue de la ville, sur le salon, sur Nathalie, qui conversait près du bar avec une expression tendue, sur les serveurs qui se déplaçaient entre les tables, sur les convives, sur tout. « Puis-je vous demander votre nom ?» dit Valentine en versant l'eau avec soin de ne pas renverser une goutte. La dame âgée la regarda. « Hélène, dit-elle, simplement Hélène. Bienvenue, Madame Hélène. Prenez tout votre temps. » Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le restaurant, la femme aux cheveux argentés sourit. C'était un petit sourire, presque secret, du genre qui ne se donne pas facilement. Valentine ne le savait pas, alors elle ne savait pas que ce sourire allait tout changer. Nathalie Lambert avait un talent particulier qu'elle considérait elle-même comme un don professionnel. Elle pouvait calculer avec une précision proche du scientifique combien d'argent un client allait dépenser en le regardant seulement 15 secondes. La coupe de cheveux, la montre, les chaussures, la manière dont il tenait la carte, tout s'additionnait, tout se soustrayait. Et ce calcul déterminait de manière complètement invisible, mais absolument systématique, le niveau d'attention que cette personne recevait. La dame âgée de la table latérale ne s'additionnait pas bien. Vêtements discrets, sans marque visible, sans bijoux ostentatoires, sans téléphone de dernière génération sur la table, sans accompagnant qui multiplierait la consommation, sans l'énergie de celui qui vient célébrer quelque chose. Elle demanda de l'eau plate, de l'eau plate. Pas de champagne, pas de spritz, pas la bouteille de vin, qui était le premier signe d'un bon ticket moyen. De l'eau. Nathalie calcula une consommation maximale probable de 80 €, un pourboire nul. Valeur de la table occupée par couvert, exécrable, et en plus la table que Valentine lui avait donnée, était la latérale près de la petite fenêtre, qui, bien que non premium, avait une capacité de 4 personnes, ce qui signifiait 3 chaises vides, générant 0 revenu pendant ce qui promettait d'être une occupation longue et de faible rendement. Elle se dirigea vers Valentine dès qu'elle la vit disponible à la station de boissons. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» lui dit-elle dans ce chuchotement aiguisé qui était sa version de la discrétion. « Mon travail », répondit Valentine sans lever les yeux, remplissant un autre verre d'eau. « Tu m'as dit que cette dame ne... » « Elle ne m'a rien dit directement, Madame Lambert, » lui dit-elle à Manon. « Et Manon n'est pas ma supérieure. » Nathalie ouvrit la bouche, la referma. En 3 ans, Valentine n'avait jamais répondu ainsi. Elle baissait toujours la tête, acceptait toujours, absorbait toujours. Elle était, dans le langage cruel des lieux hiérarchiques, une cible facile précisément parce qu'elle ne ripostait jamais. Quelque chose avait changé. Nathalie ne sut pas le nommer à ce moment-là. Elle sut seulement que cela la mettait mal à l'aise d'une manière qui allait au-delà de la situation immédiate. « Quand cette dame sera partie, » dit Nathalie en prononçant chaque mot avec le soin de celui qui cloue quelque chose, « nous aurons une conversation très sérieuse sur tes attitudes. » Entendu, Valentine prit la carafe et s'éloigna vers la table latérale sans répondre. Madame Hélène consulta le menu pendant exactement le temps qu'il lui fallut pour le consulter, ce qui ne fut pas long. «
non pas parce qu'elle ne lisait pas, mais parce qu'elle le lisait vraiment, avec attention, sans s'arrêter au prix. Puis elle le referma d'une tape douce et le laissa sur la table en angle parfait par rapport au bord. « Le potage du jour aux saveurs d'antan », dit-elle quand Valentine s'approcha. « Et un peu de pain maison si vous en avez. »« Bien sûr. »« Autre chose pour le moment ?»« Non, merci. C'est parfait. » Valentine nota. Elle allait s'éloigner quand Madame Hélène parla de nouveau avec ce même ton calme qui ne demandait rien, mais n'attendait pas non plus qu'on lui refuse la parole. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Valentine s'arrêta. Les serveurs ne recevaient pas souvent cette question. Les clients de l'altitude 44 ne s'intéressaient pas à leurs serveurs au-delà de la vitesse du service et de la température de la nourriture. « 3 ans, dit Valentine. Et avant, j'ai travaillé dans plusieurs endroits pendant mes études. Gastronomie à l'Institut hôtelier de Namur. » Valentine la regarda. « Comment le savez-vous » Madame Hélène désigna vaguement le cou de Valentine, où une petite boucle d'oreille en céramique artisanale peinte de fleurs, une pièce minuscule et délicate, pendait presque invisible sous le lobe. « Céramique des Ardennes, dit la dame. Je reconnais. » Valentine porta la main instinctivement vers la boucle d'oreille, qui était la seule chose qu'elle s'était permise de porter pendant le service, car elle était petite, et le règlement stipulait que les boucles d'oreilles devaient être discrètes. C'était celle de sa mère. « Oui, je suis de Derby. »« Bel endroit, dit Madame Hélène, non pas comme une touriste qui dit « bel endroit » en pensant aux bières spéciales et au marché de Noël. Elle le dit d'une autre manière, comme quelqu'un qui a vu beaucoup d'endroits et sait reconnaître ceux qui sont véritablement beaux. « Le plus beau du monde, dit Valentine. » Et cela sonna plus comme une vérité que comme de la fierté régionale. Madame Hélène hocha légèrement la tête. « Allez chercher mon potage, dit-elle avant que votre chef ne vous voie rester là. » Valentine tourna les yeux presque par instinct. Nathalie, de l'autre bout du salon, l'observait avec une expression de céramique fraîchement sortie du four, tendue et sur le point de se briser. Valentine alla chercher le potage. Ce qui se passa pendant les 40 minutes suivantes fut, en apparence, très peu. Madame Hélène mangea son potage du jour. Elle le fit lentement, avec cette concentration posée de celui qui ne mange pas par faim, mais par plaisir conscient. Elle cassa le pain en petits morceaux avec les doigts, non pas avec le couteau. Elle but son eau par petites gorgées régulières, ne sortit pas son téléphone, ne vérifia pas de messages, ne parla à personne d'autre qu'à Valentine, et seulement lorsque Valentine s'approchait, mais ses yeux ne cessèrent jamais de bouger. C'est ce que Valentine remarqua pendant qu'elle la servait entre ses autres tables. Madame Hélène semblait calme, mais elle n'était pas calme. Ses yeux faisaient le travail. Ils parcouraient le salon en mouvement doux, presque imperceptible, comme l'aiguille d'un appareil qui mesure quelque chose. Elle observait Nathalie, elle observait les autres serveurs, elle observait comment les tables étaient coordonnées, comment les plats sortaient, comment le personnel était géré en cas d'erreur. Une fois, Valentine la vit regarder fixement vers la cuisine lorsque les portes battantes s'ouvrirent et laissèrent apercevoir un instant le chaos ordonné de l'intérieur. La dame ne dit rien, elle regarda seulement. À 14h30, lorsque le service commençait à ralentir et que les tables du centre se vidaient une par une, Valentine s'approcha pour offrir le café ou un dessert. « Un café filtre maison, dit la dame, si vous en avez. Nous avons de l'espresso et de l'americano. Mais je peux demander au barista d'en faire un parfumé à la cannelle et à la chicorée si vous voulez attendre quelques minutes. » Madame Hélène la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. « Faites ça, dit-elle. » Valentine. Elle alla au bar. Le barista, un jeune homme du nom de Thomas qui travaillait là depuis 6 mois et conservait encore suffisamment d'enthousiasme pour bien faire les choses quand quelqu'un le lui demandait de manière raisonnable. Il mit 8 minutes à préparer le café filtre maison avec de la cannelle et de la cassonade véritable. Valentine le servit dans une tasse blanche avec la petite soucoupe et la cuillère dans le bon angle. Madame Hélène sentit le café avant de le boire. « Bien », dit-elle, et Valentine sut par le ton que ce « bien » valait plus que la plupart des éloges qu'elle avait reçus dans ce travail. Ce fut pendant ce café que Nathalie arriva pour la 2e fois. Cette fois, elle n'alla pas vers Valentine. Elle se dirigea directement vers la table de Madame Hélène. Elle se plaça près de la chaise, avec ce sourire professionnel qu'elle utilisait quand elle devait paraître aimable sans l'être, et parla sur un ton qui se voulait chaleureux, mais avait la température réelle d'un réfrigérateur industriel. « Bon après-midi, madame. J'espère que tout a été à votre goût. Je voulais vous dire que nous aurons bientôt besoin de la table pour le service de l'après-midi. Si vous souhaitez demander l'addition, Madame Hélène leva les yeux de son café.
regarda Nathalie, ne dit rien pendant 3 secondes complètes. 3 secondes. Cela ne semble pas beaucoup. Mais dans une conversation en face à face, 3 secondes de silence soutenu avec les yeux de quelqu'un qui ne cligne pas sont suffisantes pour que n'importe qui sente que la terre sous ses pieds n'est pas aussi ferme qu'il le croyait. Nathalie garda le sourire, mais quelque chose derrière ses yeux hésita. « Je n'ai pas encore terminé mon café », dit Madame Hélène finalement avec une parfaite courtoisie. « Quand j'aurai terminé, je demanderai l'addition. Est-ce un problème ? » « Non, bien sûr que non », dit Nathalie, retrouvant son ton comme quelqu'un qui ramasse quelque chose qui est tombé. « Je voulais juste m'assurer que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. »« Ce dont j'ai besoin, c'est de finir mon café en paix, » dit Madame Hélène. « Valentine m'a parfaitement servi. Je n'ai besoin de rien de plus. » Nathalie soutint son regard une seconde de plus. Puis elle hocha la tête, pivota sur ses talons et s'éloigna avec cette rigidité dans le dos qui, chez elle, signifiait que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Valentine, qui avait observé la scène depuis la station de service à 3 mètres de distance, sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Ce n'était pas de la joie exactement, c'était quelque chose de plus proche de voir que quelqu'un, quelque part dans l'univers, recevait exactement ce qu'il méritait. Madame Hélène termina son café 10 minutes plus tard. Elle demanda l'addition sans que Valentine ait besoin de s'approcher. Elle leva à peine 2 doigts en l'air avec un geste si minimal et précis que seule Valentine, qui avait déjà appris à l'observer, le capta de l'autre bout du couloir. L'addition était de 48 €. Madame Hélène vérifia le reçu sans s'arrêter sur les décimales. Elle écrivit sa signature avec un stylo qu'elle sortit de la poche intérieure de son sac à main et plia soigneusement le reçu avant de le rendre. Puis elle appela Valentine. « Merci, dit-elle. Ce fut un plaisir, Madame Hélène. J'espère pouvoir vous servir à nouveau. » Madame Hélène se leva avec cette élégance qui ne nécessite aucun effort visible. Elle prit son sac et un instant, resta debout près de la table, regardant la ville à travers la fenêtre latérale, le bois de la Cambre vert et étendu, les collines du Brabant wallonne au fond, clair cet après-midi, la ville énorme et indifférente sous tout cela. « Savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant à être au 44e étage ?» dit-elle à Valentine sans tourner la tête. « Quoi, madame ? Que d'ici vous pouvez voir exactement qui est en bas ?» dit la dame, « et qui croit l'être. » Valentine ne comprit pas entièrement. Elle hocha la tête de toute façon. Madame Hélène se tourna vers elle, et avant de s'éloigner vers la sortie, fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait pendant tout le repas. Elle mit la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un petit carnet, pas un agenda électronique, un carnet physique mince avec une couverture en cuir doré usé par l'usage. Elle ouvrit une page blanche, écrivit quelque chose avec le même stylo qu'avant, arracha la feuille avec un soin millimétrique et la tendit à Valentine. C'était un numéro, seulement un numéro de téléphone, sans nom, sans contexte. « Au cas où un jour vous auriez besoin de quelque chose », dit Madame Hélène, et elle partit. Valentine resta debout près de la table vide, avec le petit papier plié à la main. Elle l'ouvrit de nouveau, le lut encore une fois, le plia, le glissa dans la poche de son tablier, juste à côté de la boucle d'oreille en céramique artisanale que sa mère lui avait offerte pour son dernier anniversaire avant de mourir. Du fond du salon, les talons de Nathalie résonnaient déjà de nouveau sur le marbre, s'approchant. Valentine ne leva pas les yeux. Elle pensa à ce que la dame avait dit à propos du 44e étage, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit pas qu'elle était en bas. Philippe de Clercq ne descendait jamais dans le salon avant 6 heures. C'était une règle non écrite, comme tant d'autres choses à l'altitude 44 que tout le monde connaissait et que personne n'avait formulé à voix haute. Le propriétaire du restaurant le plus exclusif du 44e étage de la Tour Azur arrivait passé midi. Il s'installait dans son bureau du fond avec vue sur la ville et un whisky single malt que personne ne lui servait parce qu'il le choisissait et se le servait lui-même. Et de là, il gérait ce qu'il appelait la vision stratégique de l'entreprise, ce qui en pratique signifiait consulter les rapports de vente de la veille, passer des appels à voix suffisamment haute pour que le personnel de cuisine l'entende à travers la porte et, éventuellement, descendre dans le salon lorsqu'il sentait que sa présence était nécessaire pour rappeler à tous que le restaurant existait parce qu'il existait. Ce mardi, il descendit à 14h47. Valentine le vit apparaître par les escaliers intérieurs avec cette façon de marcher qui n'était pas exactement arrogante, mais pas humble non plus. Plutôt quelque chose entre les deux, là où vivent les hommes qui ont eu de l'argent assez longtemps pour croire que l'espace se réorganise lorsqu'ils y entrent.
52 ans. Cheveux foncés avec des tempes grisonnantes qu'il cultivait avec la précision de celui qui sait qu'elle lui donne un air d'autorité. Costume gris anthracite de coupe italienne, bouton de manchette en argent. Le sourire de celui qui sourit parce qu'il sait qu'il doit le faire, pas parce que quelque chose lui cause du plaisir. Nathalie se dirigea immédiatement vers lui comme une aiguille vers un aimant. Valentine ne pouvait pas entendre la conversation d'où elle se trouvait, mais elle n'avait pas besoin de l'entendre. Elle connaissait le langage corporel des deux suffisamment bien pour le lire à distance. Nathalie gesticulait discrètement vers la table latérale, où Madame Hélène était assise 20 minutes auparavant, maintenant vide. Philippe écoutait, acquiesçait, et son regard se posa sur Valentine. Ce genre de regard, Valentine le connaissait aussi. Ce n'était pas bon signe. Philippe de Clercq traversa le salon lentement, saluant au passage un couple de convives qui restait aux dernières tables du service du déjeuner, avec cette aisance de celui qui sait se mouvoir dans les espaces élégants parce qu'il le fait depuis des décennies. Valentine était à la station de service, pliant des serviettes avec la concentration de celui qui a besoin d'avoir les mains occupées pour garder la tête en ordre. Valentine. Elle leva les yeux. Philippe était à 1,5 m, suffisamment près pour que la conversation soit clairement entre eux deux, suffisamment loin pour qu'il n'ait pas à baisser la voix. Racontez-moi ce qui s'est passé aujourd'hui avec la dame de la table 4. La table latérale, monsieur de Clercq. La dame est arrivée sans réservation. Elle était sur le point de partir. Je lui ai offert une table disponible. Une table disponible, répéta Philippe, comme si les mots avaient une saveur qui ne lui plaisait pas tout à fait. Et vous décidez quelles tables sont disponibles maintenant. La table était inoccupée, le service était actif. Cela m'a semblé la bonne chose à faire. Ce qui vous semble la bonne chose à faire. Philippe sourit. C'était un petit sourire sans chaleur. Intéressant que vous ayez maintenant une opinion sur ce qui est correct dans mon restaurant. Valentine ne répondit pas. Madame Lambert avait déjà pris une décision concernant cette cliente, continua Philippe en baissant légèrement le ton, mais pas le tranchant. Vous avez décidé de l'ignorer. Savez-vous comment cela s'appelle? De l'initiative? Dit Valentine. Le silence qui suivit dura exactement 2 secondes. Puis Philippe laissa échapper un son entre rire et reniflement, tourna légèrement la tête vers Nathalie, qui observait depuis le bar, et ramena ses yeux sur Valentine avec déjà quelque chose de différent. Ce n'était plus de l'irritation routinière, c'était autre chose. Initiative, répéta-t-il. Quel joli mot pour ce qui était en réalité un manque de respect envers votre hiérarchie, une décision unilatérale qui a ignoré le protocole de ce restaurant et une perte de temps avec une cliente qui a consommé moins de 50 € à une table pour 4 personnes pendant 1h30 de service de pointe. Il fit une pause calculée. Savez-vous combien coûte cette table par heure en termes de revenus potentiels? Monsieur de Clercq, je ne vous demande pas ce que vous pensez, je vous dis ce que vous avez fait. Le salon était presque vide, mais les 2 ou 3 convives restants avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Le commis de salle qui rangeait la verrerie à la station du fond s'était immobilisé. L'hôtesse Manon, près de l'entrée, regardait le sol. Valentine sentit la chaleur monter de sa poitrine vers son cou. Ce n'était pas de la honte, ou pas seulement de la honte, c'était ce mélange spécifique et épuisant de rage et d'impuissance qui se produit quand quelqu'un a raison sur les faits, mais se trompe complètement sur ce qui compte. Et vous savez que le signaler ne sert à rien car le pouvoir est du mauvais côté. Dans ce restaurant, dit Philippe en haussant à peine la voix pour qu'il soit tout à fait clair qu'il ne s'inquiétait pas d'être entendu. Les décisions concernant les clients, les tables et le protocole sont prises par la direction, pas par le personnel de salle. C'est clair? C'est clair, dit Valentine. Parce que si ce n'est pas clair, nous pouvons l'éclaircir de manière qu'aucun de nous deux n'appréciera. C'est clair, monsieur de Clercq. Philippe l'étudia un moment de plus, comme s'il attendait quelque chose qui ne vint pas. Puis, il hocha la tête avec cette satisfaction opaque de celui qui a réaffirmé l'ordre des choses, ajusta un bouton de manchette qui n'avait pas besoin d'être ajusté et s'éloigna vers le bar, où Nathalie l'attendait avec l'expression de celui qui a vu ce qu'il voulait voir. Valentine retourna aux serviettes. Ses mains ne tremblaient pas, elle les força à ne pas trembler. L'après-midi se déroula avec cette lourdeur particulière qu'ont les heures après une humiliation publique. Tout fonctionnait comme toujours en surface. Le service continuait, les plats sortaient, les clients arrivaient et partaient, mais il y avait une couche invisible de malaise qui recouvrait tout, comme la vapeur avant une tempête qui ne se décide pas encore à éclater. Les serveurs qui avaient été témoins de l'échange évitaient le contact visuel avec Valentine,
non par cruauté, mais par cette forme de solidarité lâche qui consiste à ne pas être associé à celui qui vient d'être désigné par le pouvoir, car le pouvoir a de la mémoire et une vengeance sélective. Seul Thomas, le barista, lui dit quelque chose en passant. « Hé, le café filtre maison, c'était chouette. Ce n'était pas grand-chose, mais à ce moment-là, c'était suffisant. » Valentine continua de travailler. À 6h10, lorsque le service du déjeuner avait fermé et que le personnel passait à la préparation du dîner, Nathalie l'appela au bureau de direction. C'était une petite pièce derrière la cuisine froide, avec un bureau en verre et une seule chaise du côté du personnel, ce qui signifiait que celui qui entrait dans ce bureau était toujours assis plus bas que Nathalie, qui utilisait un fauteuil de direction à dossier haut. Ce détail d'architecture du pouvoir, Valentine l'avait remarqué le premier mois et ne l'avait jamais oublié. « Asseyez-vous » dit Nathalie sans lever les yeux d'une feuille de papier qu'elle tenait à deux mains. Valentine s'assit. « Je veux que vous sachiez, » commença Nathalie, toujours sans la regarder, que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas seulement un manquement au protocole, c'était un manque de respect institutionnel, et je veux que cela soit documenté. Elle sortit une feuille pré-imprimée. C'était un formulaire d'avertissement formel. Il y avait déjà le nom de Valentine écrit en haut, la date et la description de l'incident. Non-respect d'une instruction de direction directe. Attribution non autorisée de table à une cliente sans réservation. Valentine l'a lu. Elle l'a lu entièrement, lentement, avec l'attention que l'on porte aux documents quand on sait que les mots auront de l'importance plus tard. « J'ai besoin de votre signature, » dit Nathalie. « Puis-je en prendre une copie ?» Nathalie leva enfin les yeux. « Pardon ? Une copie pour mes dossiers, c'est mon droit selon le code du travail belge. » Le silence qui suivit avait une texture différente de celui du salon, plus comprimé, plus chargé. « Tenez, » dit Nathalie finalement avec une neutralité difficilement acquise. Elle lui tendit une copie. Valentine signa l'original. Elle prit sa copie, la plia en 4 avec soin et la glissa dans la poche de son tablier, à côté du papier avec le numéro de téléphone et de la boucle d'oreille en céramique artisanale. Poche des trésors, pensa-t-elle, et elle se permit presque un sourire. 10 sept était l'heure creuse à l'altitude 44. Le personnel du déjeuner était déjà parti. Celui du dîner n'avait pas encore terminé d'arriver. La cuisine faisait ses préparations en silence, et le salon était vide et parfaitement éclairé par ce soleil de l'après-midi qui entrait horizontalement par les baies vitrées et transformait le marbre en quelque chose de presque doré. Valentine était seule à la station de boisson, organisant les cartes de cocktail nocturne lorsque son téléphone vibra dans sa poche. Un message texte. Numéro inconnu. Bonsoir, je suis Hélène. Ce fut un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. J'espère que votre après-midi a été tranquille. Valentine lut le message 2 fois. Elle regarda le numéro. C'était le même que celui écrit sur le papier dans sa poche. Elle écrivit une brève réponse. Bonsoir, Madame Hélène. L'après-midi s'est bien passé. Je suis contente que vous ayez apprécié le café filtre maison. La réponse arriva 30 secondes plus tard, ce qui signifiait que Madame Hélène avait le téléphone en main ou très près. J'ai beaucoup apprécié. Une dernière chose, Valentine. Savez-vous qui est le propriétaire de la Tour Azur ? Valentine fronça les sourcils devant l'écran. Elle écrivit « Non, Madame Hélène, pourquoi ?» 4 minutes s'écoulèrent avant la réponse suivante. 4 minutes que Valentine passa à regarder l'écran avec une sensation étrange et grandissante dans l'estomac, comme lorsqu'on entend le premier coup de tonnerre lointain et qu'on ne sait pas encore si la tempête vient vers soi ou s'éloigne. La réponse, quand elle arriva, ne contenait que 4 mots. Pour rien. Bonne nuit. Valentine rangea son téléphone, regarda le salon vide, le marbre doré par le soleil, les verres parfaitement alignés qu'elle avait elle-même polis ce matin-là, et eut la certitude, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose était sur le point de changer. Elle ne savait pas quoi, elle ne savait pas quand, mais elle le sentait avec la même précision que sa mère lui avait appris à sentir quand le temps allait changer à Durby. Non pas à cause des nuages, mais à cause de quelque chose dans l'air, quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui existe déjà. Cette nuit-là, lorsque le service du dîner se termina à 23h15 et que Valentine ramassa son sac à dos du casier, Philippe de Clercq sortit de son bureau avec un verre à la main et la vie du couloir. Il ne dit rien, il la regarda seulement. Valentine soutint son regard exactement une seconde, puis mit son sac à dos sur l'épaule et sortit par la porte de service. L'ascenseur mit 2 minutes à arriver, 44 étages de descente en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent dans le hall de la Tour Azur, Valentine marcha vers la sortie principale
et leva les yeux vers l'enseigne en marbre noir qui se trouvait à côté de la réception, celle qui avait toujours été là et qu'elle n'avait jamais eu besoin de lire parce qu'elle faisait simplement partie du décor, comme les fougères et l'art abstrait des murs. L'enseigne disait « Tour Azur, Bruxelles, développé et exploité par le groupe Vandenberg ». Valentine resta très calme. Elle lut le nom encore une fois, Vandenberg, Hélène, le café filtre maison, le carnet à couverture dorée, les yeux qui ne cessaient d'observer, la question dans le message « Savez-vous qui est le propriétaire de la tour Azur ?» L'air du hall était froid et sentait le marbre et le vieil argent. Valentine sortit dans la rue. La ville l'accueillit avec son bruit et sa lumière et son indifférence habituelle, mais Valentine ne se sentait plus partie de ce bruit. Elle marcha une rue, s'arrêta au coin, sortit son téléphone, n'écrivit rien, mais enregistra le numéro de Madame Hélène avec un nom, Hélène V, et continua de marcher vers le métro, le cœur battant plus vite que son pas, sans savoir exactement vers quoi, mais le sentant avec une certitude absolue. Quelque chose arrivait. Il y avait une photographie dans le téléphone de Valentine Mercier que personne n'avait jamais vue. Non pas qu'elle la cachât avec un mot de passe ou qu'elle fût dans un dossier caché. Elle était dans le rouleau normal, parmi des photos d'ingrédients qu'elle avait photographiés au marché des abattoirs pour les étudier, des captures de recettes qu'elle voulait essayer un jour et le couple de selfies qu'elle avait pris pour son anniversaire de février, avec un verre de chocolat chaud artisanal qu'elle avait elle-même préparé seule dans la chambre qu'elle louait à Molenbeek. La photographie était celle de sa mère, Christine Mercier, dans la cuisine de la maison à La Roche-en-Ardenne, avec le tablier taché de carbonade et les bras étendus sur la table en bois, où elle hachait les oignons et les lardons dans la marmite en fonte ancestrale qui avait été celle de sa grand-mère et de la grand-mère de sa grand-mère. Elle avait 51 ans sur cette photo, bien qu'elle en parût plus, non pas parce qu'elle était détériorée, mais parce qu'elle avait vécu de cette manière dont vivent certaines personnes qui ne s'épargnent rien, avec toute leur énergie vers l'extérieur, vers les autres, vers le monde, sans se garder de réserve pour elle-même. Valentine avait 19 ans quand elle prit cette photo. Elle avait 21 ans quand Christine mourut. Cancer du pancréas, le type qui ne donne pas de signe tant qu'il n'y a plus rien à faire. Le type qui, à Durby, dans une commune sans hôpital spécialisé à moins de 2 heures de distance, dans une famille sans mutuelle privée et avec les services sociaux débordés, signifiait une chose spécifique et brutale. Valentine avait quitté l'école technique où elle étudiait la gastronomie pour être avec sa mère les 4 derniers mois. Elle cuisinait pour elle. Elle la baignait quand elle ne pouvait plus le faire seule. Elle lui lisait à voix haute les magazines de cuisine qu'elles achetaient ensemble au marché le dimanche, parce que Christine aimait voir les photographies des plats, même si elle ne pouvait plus beaucoup manger. La dernière semaine, quand la douleur était constante et que les calmants qu'elles obtenaient n'étaient pas suffisants, sa mère lui prit la main et lui dit quelque chose que Valentine avait répété mentalement tant de fois, que cela ne sonnait plus comme des mots, mais comme une musique de fond de sa propre vie. « Tu iras là où je n'ai pas pu, ma fille, mais ne perds pas qui tu es en chemin. C'est la seule chose qu'on ne récupère pas. » Valentine avait la photo gardée dans son téléphone parce que parfois, dans les pires moments de l'altitude 44, quand Nathalie lui disait qu'elle était une incapable ou que Philippe la regardait avec ce mépris déguisé en observation managériale, elle l'ouvrait dans les toilettes des employés, la regardait 10 secondes et se souvenait qu'il y avait quelque chose de plus grand que ça, qu'il y avait une raison de tenir bon, qui n'avait rien à voir avec Philippe de Clercq, ni avec Nathalie Lambert, ni avec aucun restaurant à aucun 44e étage. Cette nuit-là, dans le métro de retour à Molenbeek, elle ouvrit la photo, la regarda et pensa à Hélène Vandenberg. La chambre que Valentine louait à Molenbeek faisait 3 mètres sur 4, une fenêtre qui donnait sur un couloir intérieur où la lumière directe du soleil n'arrivait jamais, un lit simple, un chauffe-eau qui mettait 7 minutes à donner de l'eau tiède et une plaque de cuisson électrique à 2 feux sur laquelle Valentine avait cuisiné des choses que l'altitude 44 facturait 350 €. Ce n'était pas une jolie chambre, mais c'était la sienne, ou presque la sienne, dans le sens où c'était sa décision d'être là, de ce côté de la ville, gagnant ce qu'elle gagnait, supportant ce qu'elle supportait, avec un plan qu'elle n'avait raconté à personne. Parce que le raconter à voix haute le rendait vulnérable aux opinions de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elle portait. Le plan était simple et énorme à la fois. 3 ans à l'altitude 44 à apprendre comment fonctionne un restaurant de ce niveau de l'intérieur, non pas des livres, non pas de la théorie de l'institut hôtelier, mais du terrain réel, les fournisseurs,
les coûts réels contre les coûts déclarés, l'ingénierie du menu, les marges, les erreurs que Philippe commettait et qu'elle archivait mentalement parce que les erreurs de celui qui a le pouvoir sont les données les plus précieuses du monde. Ensuite, avec ça, ouvrir quelque chose à elle, petit, honnête. À Durby, où la vraie cuisine signifiait encore quelque chose, où son nom de famille avait encore des racines, même si sa mère n'était plus là pour les soutenir. 3 ans se transformaient en 4, et le plan restait un plan. Valentine chauffa de l'eau pour une tisane de camomille. Elle s'assit sur le lit, le dos contre le mur froid, et chercha sur Google le nom qu'elle avait lu dans le hall de la tour Azur. Groupe Vandenberg. Les résultats mirent 2 secondes à apparaître. Elle les lut pendant 40 minutes. Le groupe Vandenberg était, selon le profil du magazine Trend Tendance, qui était le 3e résultat de recherche, l'un des 10 plus importants groupes d'investissement immobilier et de développement d'entreprises de Belgique. Fondé en 1971 par l'ingénieur Arthur Vandenberg, il avait été hérité et développé par sa fille unique, Hélène Vandenberg, qui avait assumé la présidence exécutive du groupe en 1998 après la mort de son père à l'âge de 37 ans, à un moment où l'entreprise traversait une crise de liquidité que la plupart des analystes de l'époque considéraient comme terminale. Hélène Vandenberg non seulement survécut à la crise, elle la transforma en point d'inflexion d'une expansion qui, au cours des 25 années suivantes, avait triplé le portefeuille du groupe, diversifié vers les secteurs de la fabrication, de la chaîne alimentaire et des services aux entreprises, et positionné le groupe Vandenberg comme propriétaire ou copropriétaire de plus de 200 immeubles dans 12 provinces de la Belgique, en plus de participation en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La tour Azur, sur l'avenue Louise, était l'une de ses propriétés les plus récentes. Elle avait été achevée en 2019. Le restaurant L'Altitude 44, Valentine le découvrit après 10 minutes de recherche supplémentaires. Il opérait sous un contrat de location commerciale avec le groupe Vandenberg comme bailleur, ce qui signifiait que Philippe de Clercq, propriétaire du restaurant le plus exclusif du 44e étage, payait un loyer à Hélène Vandenberg pour le privilège d'exister dans cet immeuble. Valentine laissa le téléphone sur le lit. Elle regarda le plafond de la chambre qui avait une petite fissure dans le coin qui était là depuis qu'elle était arrivée et que personne n'avait réparé parce que le propriétaire de la chambre était ce genre de personne qui accepte le paiement ponctuel en échange de ne rien demander, de ne rien réparer. Elle pensa à Madame Hélène assise à la table latérale avec le tailleur crème et le stylo de bonne qualité, buvant son café filtre maison avec ce calme de celui qui a tout le temps du monde parce que d'une certaine manière, il l'a. Elle pensa à Nathalie, lui disant de partir. Elle pensa aux yeux d'Hélène quand Nathalie lui dit cela, et pensa pour la première fois, avec suffisamment de clarté pour l'articuler, que peut-être Madame Hélène n'était pas arrivée à l'altitude 44 par accident. Le lendemain, Valentine arriva au travail 15 minutes avant son service. Comme toujours, elle enfila son uniforme dans le vestiaire des employés, ajusta la boucle d'oreille en céramique artisanale dans le miroir, prit son sac à dos avec ses affaires dans le casier et sortit dans le couloir de la cuisine pour le briefing d'ouverture que Nathalie conduisait. Chaque matin, avec l'énergie enthousiaste de quelqu'un qui appréciait sincèrement de faire se sentir petit le personnel. Le briefing fut normal, ce qui dans ce contexte signifiait que Nathalie parla pendant 20 minutes des objectifs de vente, du protocole de présentation du menu du jour et de quelque chose concernant un client VIP attendu pour le déjeuner qui devait recevoir une attention spéciale, bien qu'elle ne précisa pas qui il était ni pourquoi il était VIP, ce qui était sa manière de garder l'information comme outil de contrôle. Valentine écouta, prit des notes dans son petit carnet à spirale, qu'elle portait toujours dans la poche droite de son tablier. Et quand le briefing fut terminé et que le personnel se dispersa à ses stations, Manon la rejoignit dans le couloir avec l'expression de quelqu'un qui veut dire quelque chose et ne sait pas comment commencer. « Hé Valentine, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien. C'est juste qu'hier, après ton départ, Philippe est resté au bar environ 1 heure avec Nathalie. Je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais ce matin, un courriel interne est arrivé concernant des évaluations de performance urgentes du personnel de salle. » Valentine la regarda. « Quand ?»« Cette semaine. Il dit que Madame Lambert va faire des entretiens individuels. » Manon baissa la voix. « Valentine, je crois qu'ils en ont après toi. » Valentine garda le silence un instant. « Merci de me le dire, Manon. C'est juste que je ne trouve pas ça juste. Ce qui s'est passé hier. Cette dame que tu as servie n'avait même pas l'air de vouloir causer des problèmes. Non, elle n'avait pas l'air.
dit Valentine. Et quelque chose dans son ton fit que Manon la regarda d'une manière différente, sans pouvoir définir exactement pourquoi. Le service du déjeuner ce mercredi fut intense. Table complète dès l'ouverture, ce qui était inhabituel pour un mercredi de deuxième quinzaine. Le client VIP que Nathalie avait mentionné s'avéra être un député fédéral qui arriva avec 4 accompagnants et exigea une table en enfilade avec vue sur l'avenue Louise, ce qui nécessita de réorganiser 3 tables avec 10 minutes de marge et généra une tension en cuisine qui se traduisit par 2 plats renvoyés et un nouveau commis de salle au bord de la crise de nerfs. Valentine se déplaça avec la précision huilée de celui qui a appris à bien fonctionner sous pression, car la pression avait été son état naturel pendant 3 ans. Elle coordonna, couvrit, anticipa. Lorsque le nouveau commis de salle se bloqua devant la table du député, incapable de répondre à une question sur les accords mets-vins du menu dégustation, ce fut Valentine qui apparut à ses côtés comme si elle avait toujours été là, répondit à la question avec une exactitude technique et une chaleur authentique, et se retira avant que le chef de salle n'ait à intervenir. Philippe, qui cet après-midi-là était descendu dans le salon pour le client VIP, vit tout. Il ne dit rien, mais il le vit. À 15h30, lorsque le député et son groupe se retirèrent satisfaits et que le salon commençait à se vider, Nathalie appela Valentine au bar. « Bien », dit Nathalie avec ce ton qu'elle utilisait quand reconnaître quelque chose de bon lui coûtait physiquement. « La table du député a été bien gérée. Merci. Cela ne change rien à hier ni aux évaluations. Je sais, Nathalie. » Elle l'étudia un instant avec ce regard que Valentine avait appris à lire. Elle cherchait quelque chose, peut être sa soumission, peut être de la peur, peut être le signe que Valentine comprenait que tout restait pareil et que l'épisode de Madame Hélène avait été une anomalie et que la hiérarchie était intacte et ferme comme toujours. Valentine soutint son regard, non pas avec défi, sans défi, juste avec cette présence tranquille et complète de celui qui n'a plus besoin que l'autre l'approuve pour savoir qu'il est bien à sa place. Nathalie détourna le regard la première. Assisée, le téléphone de Valentine vibra dans sa poche. Un message d'Hélène Vandenberg. « Valentine, êtes-vous disponible jeudi à 10h du matin pour un café ?» En dehors du restaurant, bien sûr. Valentine lut le message 3 fois. Jeudi, son jour de repos hebdomadaire, la seule matinée où elle n'avait pas à être à l'altitude 44. Elle écrivit « Oui, Madame Hélène, où nous rencontrons-nous ?» La réponse arriva en moins d'1 minute. Une adresse à Uclé et le nom d'un endroit, le comptoir Hélène. Demandez la table réservée au nom d'Hélène. Valentine lut le nom du café, le comptoir Hélène. Elle rangea son téléphone dans la poche de son tablier, à côté de l'avertissement formel avec sa signature, à côté du papier original avec le numéro de téléphone, à côté de la boucle d'oreille en céramique artisanale. La poche des trésors de plus en plus pleine. Cette nuit-là, avant de s'endormir dans la chambre de 3 par 4, avec la fenêtre donnant sur le couloir sans soleil, Valentine ouvrit la photographie de sa mère sur le téléphone, Christine Mercier avec le tablier taché de carbonade et les bras étendus sur la marmite en fonte ancestrale. « Je sais, maman, » dit-elle à voix basse, bien que la chambre fût seule et que personne ne pût l'entendre. « Je ne sais pas encore ce que c'est, mais quelque chose arrive. » Elle éteignit l'écran et pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit sans que la dernière image du jour fût le plafond avec la fissure dans le coin. La dernière image fut celle d'une dame élégante aux cheveux argentés, regardant la ville depuis le 44e étage, avec les yeux de celle qui ne visite pas cet endroit, de celle qui le possède. Le jeudi se leva avec cette lumière propre et froide de Bruxelles, en saison sèche qui rend tout plus net que d'habitude, comme si la ville avait décidé pour une fois de se montrer sans filtre. Valentine se réveilla à 7h15, 45 minutes avant son réveil habituel, car son corps avait l'habitude obstinée de ne pas la laisser dormir quand quelque chose d'important était sur le point d'arriver. C'était un mécanisme qu'elle avait hérité de sa mère, qui se réveillait toujours avant l'aube les jours de marché, parce qu'elle disait que le sommeil ne servait à rien quand la vie vous attendait dehors. Elle se lava avec l'eau tiède, que le chauffe-eau mit 7 minutes à produire. Elle s'habilla avec soin, ce qui, dans le vocabulaire limité de sa garde-robe, signifiait le pantalon noir à pince qu'elle gardait pour les entretiens d'embauche et la blouse blanche boutonnée qu'elle avait repassée la veille. Elle n'avait pas de vêtements pour Uccle, mais elle avait des vêtements propres et bien repassés, et sa mère lui avait appris que cela valait plus que le logo sur l'étiquette. Elle mit les boucles d'oreilles en céramique artisanale, les deux, non seulement la gauche qu'elle utilisait au travail,
Elle sortit au métro à 8h20. Le comptoir Hélène était dans une rue latérale d'Uccle, entre une galerie d'art et une agence d'architecture avec une façade en verre dépoli. C'était discret de l'extérieur, une porte en bois sombre sans grande enseigne, seulement le nom en petites lettres de bronze à hauteur des yeux, du genre qui ne cherche pas à être trouvé par n'importe qui, mais par celui qui sait déjà qu'il existe. Valentine arriva 10 minutes avant 10. Elle poussa la porte. L'intérieur sentait le café d'exception et le vieux bois d'une manière qui n'était pas décorative, mais réelle, le genre d'odeur qui s'accumule pendant des années d'utilisation authentique et ne peut être fabriqué avec des bougies parfumées. Le plafond était haut, avec des poutres apparentes. Les tables étaient peu nombreuses, bien espacées, avec des nappes en lin couleur ivoire. Il n'y avait pas de musique, ou il y avait de la musique si basse que le silence l'absorbait. Une jeune femme en uniforme sombre s'approcha immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Mercier. »« Oui, madame Hélène vous attend. Je vous en prie. » Elle la suivit jusqu'à une table au fond près d'une fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur avec un pommier au centre. Hélène Vandenberg était assise avec une tasse fumante devant elle et une chemise fermée sur la table que Valentine remarqua, mais ne regarda pas fixement. Car elle avait appris que trop regarder les choses qui ne vous ont pas encore été montrées est une forme d'anxiété que l'autre peut lire. Madame Hélène avait exactement le même aspect qu'au restaurant. Même chignon bas, même prestance, même calme qui occupait l'espace sans demander la permission. Elle était vêtue de gris foncé cette fois, un autre ensemble parfait en tissu impeccable. Valentine se leva pour la saluer, ce qui n'était pas un geste auquel Valentine s'attendait et qui la prit donc légèrement par surprise. Madame Hélène lui tendit la main. « Je suis contente que vous soyez venue. Merci pour l'invitation, Madame Hélène. Asseyez-vous. Que voulez-vous prendre? Ce que vous prenez, si c'est possible. » Hélène fit un geste minimal vers la femme en uniforme sombre qui disparut sans que personne ne dise rien de plus. « Vous avez bien dormi ?» demanda Hélène. « Raisonnablement, » dit Valentine, ce qui était la réponse honnête, sans être inutilement intime. Hélène hocha la tête. « Moi non plus. À mon âge, on dort moins, mais on pense plus. Je ne suis pas sûr que ce soit un échange avantageux. » Valentine sourit. Hélène aussi, à peine, le café arriva. C'était du café filtre maison. Valentine le sut à l'odeur avant de le voir. Cannelle, cassonade, l'obscurité spécifique du café belge préparé à feu doux. Il fut servi dans une tasse en céramique vernissée, du genre qui conserve la chaleur différemment de la porcelaine. « J'ai supposé que vous le préféreriez ainsi, » dit Hélène. « C'est parfait, » dit Valentine, et c'était le cas. Elles parlèrent pendant 20 minutes de choses qui n'étaient pas les choses importantes. Hélène lui demanda des nouvelles de Durby, de La Roche-en-Ardenne, spécifiquement, avec la connaissance géographique et culturelle de quelqu'un qui a réellement été, et pas seulement de passage lors d'un tour gastronomique. Elle lui demanda des nouvelles de la carbonade de sa mère, que Valentine avait mentionné en passant le mardi au restaurant, bien qu'elle ne se souvienne pas exactement quand elle l'avait dit. Elle lui demanda des nouvelles de l'Institut hôtelier, du plan d'études, de ce que Valentine y avait appris qu'elle ne s'attendait pas à apprendre. Valentine répondit avec la même honnêteté directe qu'elle utilisait quand quelqu'un lui posait de vraies questions, ce qui était différent de l'honnêteté protocolaire qu'elle utilisait avec les clients de l'altitude 44. Elle parla de sa mère avec naturel, sans la boule dans la gorge, qui apparaissait parfois quand le sujet surgissait par surprise. Elle parla de la cuisine wallonne avec la connaissance technique et l'amour simultané de celle qui a grandi en elle. Hélène écouta de la même manière qu'elle faisait tout, avec une attention complète et sans hâte. Lorsque le deuxième café arriva sans que personne ne l'ait demandé, Hélène posa les mains sur la chemise fermée et la regarda dans les yeux. « Valentine, je voudrais vous poser quelques questions directes et je voudrais vous demander de me répondre avec la même franchise. » « D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous maltraitée dans ce restaurant ?» Le silence dura une seconde. « Depuis le début, » dit Valentine. « 3 ans. Avez-vous déposé une plainte formelle ? » « Non. » « Pourquoi pas ?» Valentine réfléchit à la réponse avant de la donner, non pas parce qu'elle ne la connaissait pas, mais parce qu'il y en avait plusieurs versions et qu'elle voulait donner la bonne. Parce que dans ce genre d'endroit, celui qui se plaint est le prochain à partir. Et j'avais besoin de rester. Pourquoi faire ? Pour apprendre, pour économiser, pour avoir suffisamment pour faire quelque chose de moi-même. Après, Hélène hocha la tête lentement. Et qu'est-ce que c'est, ce quelque chose de moi-même ? Valentine le dit pour la première fois à voix haute à une autre personne avec tous les mots. Un restaurant à Durby, petit, de cuisine traditionnelle de la région,
avec une technique contemporaine, dans mon village ou près, où la cuisine de ma mère aura la place qu'elle mérite. Le jardin intérieur avec le pommier était parfaitement immobile derrière la fenêtre. Hélène ouvrit la chemise. À l'intérieur, il y avait 3 documents. Le premier était une feuille à en-tête du groupe Vandenberg. Valentine reconnut le logo qu'elle avait vu la veille sur Google. Une lettre V et un B entrelacés dans un design épuré et sans prétention. Le second était ce qui ressemblait à un contrat de location, plusieurs pages, texte dense, chiffres. Le troisième était une feuille plus courte avec un en-tête qui disait « Proposition de développement gastronomique, projet Racines ». Le mardi, je ne suis pas arrivé à l'altitude 44 par accident, dit Hélène sans préambule. Je visite depuis 3 mois des restaurants qui opèrent dans des propriétés de mon groupe, évaluant le contrat de M. de Clercq expire dans 4 mois et nous avons suffisamment d'informations sur les irrégularités en matière de droit du travail et de fiscalité dans son exploitation pour ne pas le renouveler si c'est ce que le groupe décide. Valentine ne dit rien. Elle écoutait. Ce qui est arrivé par une sorte d'accident, continua Hélène. C'est vous, je ne m'y attendais pas. Je suis allé observer une opération et j'ai trouvé quelque chose de différent. Une brève pause. La manière dont vous vous êtes déplacé ce jour-là, la manière dont vous m'avez servi. Ce n'était pas du protocole. C'était quelque chose qui ne s'enseigne dans aucune école d'hôtellerie car cela vient d'un autre endroit. De ma mère, dit Valentine sans réfléchir. Oui, dit Hélène, de votre mère. Le jardin restait immobile. Le pommier ne bougeait pas. Le projet Racines, dit Hélène, en désignant le 3e document, est une initiative que mon groupe développe depuis 2 ans. Nous voulons ouvrir 3 restaurants de cuisine régionale belge authentique dans des emplacements stratégiques. Bruxelles, Anvers et Derby. Pas des chaînes, pas des franchises, des restaurants avec une identité réelle, une direction culinaire avec des racines véritablement régionales et une exploitation qui respecte le personnel et le produit de la même manière. Valentine regardait le document sans le toucher encore. L'espace de Derby, dit Hélène, est sans directeur culinaire depuis que nous avons commencé le projet. Nous avons interviewé 8 personnes. Aucune n'avait ce que nous recherchions. Le silence qui suivit était du genre qui ne demande pas à être rempli. Valentine leva les yeux du document et regarda Hélène. « Pourquoi moi ?» dit-elle. « Je ne suis pas chef diplômé. Je n'ai pas de restaurant à moi. Je n'ai pas de CV qui justifie cela. » « Non, dit Hélène. Mais vous avez 3 ans de connaissances réelles de comment fonctionne un restaurant de haut niveau de l'intérieur. Vous avez une formation technique solide. Vous avez la connaissance de la cuisine ardennaise qui ne peut ni s'acheter ni s'étudier à Bruxelles. Et vous avez, elle marqua une pause minimale, quelque chose que les 8 candidats précédents n'avaient pas. Quoi? La bonne raison de le faire. Valentine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'euphorie, c'était quelque chose de plus calme et de plus profond. Le genre d'émotion qui n'éclate pas, mais qui se dépose comme l'eau qui trouve son niveau. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. « Bien sûr, dit Hélène. Emportez les documents, lisez le projet en entier. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro. » Valentine tendit la main vers les documents, les prit avec soin, comme quelqu'un qui prend quelque chose qui pourrait se briser, bien que le papier fût épais et ferme. « Madame Hélène, dit-elle, quand avez-vous su, au restaurant? Quand avez-vous su que vous alliez faire cela ?» Hélène la regarda avec cette petite expression presque secrète que Valentine avait vue pour la première fois le mardi. « Quand j'ai demandé à Manon si je pouvais attendre dans la rue et que vous avez traversé le salon, dit Hélène, à ce moment-là. C'est pourquoi il suffit parfois de voir comment quelqu'un traite celui qui ne peut rien lui donner en retour. » Valentine sortit du comptoir Hélène à 11h40 avec la chemise sous le bras et le goût du café, filtre maison encore en bouche. Elle marcha une demi-rue, s'arrêta au coin. Le soleil de novembre à Uccle était blanc et propre sur les arbres de la rue. Et un instant, la ville entière sembla s'arrêter comme dans une photographie. Valentine pensa à la chambre de Molenbeek avec la fissure au plafond. Elle pensa à Nathalie et à ses talons sur le marbre. Elle pensa à Philippe et à son regard d'inventaire. Elle pensa à sa mère et à la marmite en fonte ancestrale. Elle pensa à Derby. Elle ouvrit la chemise d'1 centimètre, vit l'entête du 3e document, projet Racines, siège Derby. Elle le referma. Elle continua de marcher. Elle avait beaucoup à penser, et pour la première fois depuis des années, penser ne lui semblait pas un poids, mais un privilège. Le vendredi, elle arriva à l'altitude 44 avec la chemise rangée dans son casier personnel, sous son sac à dos, invisible pour tous. Elle travailla le service complet avec la même précision que toujours.
Elle s'occupa de ses tables, couvrit le nouveau commis de salle quand il se bloqua de nouveau devant une question sur le menu dégustation. Elle polissait les verres, pliait les serviettes. Nathalie l'observa pendant tout le service avec ce regard de chatte, face à une souris qui n'a pas encore vu le piège. Philippe descendit dans le salon à 15h15 et traversa le salon sans la regarder. Valentine les regarda tous les deux avec une sérénité qu'elle-même trouva surprenante. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était quelque chose de plus proche de la perspective que l'on gagne quand on peut soudain voir l'échiquier entier au lieu de seulement la pièce où l'on est. À 6h57, alors que Valentine rangeait son sac à dos du casier à la fin du service, le téléphone de la direction sonna dans le bureau de Nathalie. Valentine l'entendit depuis le couloir. Elle entendit aussi la voix de Nathalie, d'abord avec le ton professionnel habituel, puis avec quelque chose qui n'était pas exactement ce ton, quelque chose de plus tendu, quelque chose que Valentine n'avait jamais entendu auparavant dans cette voix. Elle ramassa son sac à dos, vérifia que la chemise était toujours en dessous, ferma le casier, sortit par la porte de service. L'ascenseur mit 2 minutes, 44 étages de descente. Lorsque les portes s'ouvrirent dans le hall de la Tour Azur, Valentine marcha lentement jusqu'à l'enseigne en marbre noir à côté de la réception. Tour Azur, Bruxelles, développée et exploitée par le groupe Vandenberg. Elle le lut. Elle hocha légèrement la tête, comme quelqu'un qui confirme quelque chose qu'il savait déjà, mais qu'il avait besoin de voir une fois de plus, et elle sortit dans la rue. Le lundi, Valentine arriva à l'altitude 44 à 9h50 du matin, 10 minutes avant son service. Comme toujours, sauf que cette fois, il y avait quelque chose de différent dans le hall de la Tour Azur. Il y avait 2 hommes en costume à côté de la réception. Ce n'étaient pas des clients du restaurant. Elle le sut immédiatement, car il était trop tôt pour le service du déjeuner et parce que les clients de l'altitude 44 n'attendaient pas dans le hall, mais montaient directement. Ce n'étaient pas non plus des fournisseurs. Les fournisseurs arrivaient par l'entrée de chargement au sous-sol avec des factures en main et l'énergie de celui qui est pressé parce qu'il a 4 livraisons de plus après celle-ci. Ces hommes attendaient avec le calme spécifique de ceux qui ont tout le temps du monde, car le temps, dans cette situation, est de leur côté. Costume bleu marine de coupe impeccable, porte-documents en cuir foncé, aucun téléphone visible, ce qui dans le monde des entreprises contemporaines était presque une déclaration d'intention. Le plus grand des deux conversait à voix basse avec la réceptionniste, qui regardait son écran avec une expression de quelqu'un qui vérifie quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à vérifier ce matin. Valentine les regarda en passant. Le plus grand leva les yeux vers elle un instant avec l'évaluation rapide et professionnelle de celui qui a appris à classer les personnes en fractions de seconde. Puis il retourna vers la réceptionniste. Valentine prit l'ascenseur 44 étages vers le haut. Le briefing d'ouverture ce lundi fut différent dès la première minute. Nathalie se tenait devant le personnel avec une tension dans les épaules que Valentine avait appris à lire pendant 3 ans et qui signifiait normalement que quelque chose s'était mal passé dans les chiffres de fin de semaine où Philippe avait appelé avec une instruction de dernière minute que Nathalie ne pouvait traiter sans la transmettre comme une pression vers le bas. Mais cette tension était différente, plus profonde, plus calme, du genre qui ne vient pas des chiffres, mais de quelque chose que les chiffres ne peuvent pas résoudre. « Le service d'aujourd'hui sera normal », dit Nathalie, avec cette précision de mots que les gens utilisent quand ils gèrent quelque chose en interne, tout en parlant. Je veux une attention particulière au protocole de présentation et j'ai besoin que tout le personnel soit disponible à ces stations à partir de 11h, sans exception. Personne ne demanda pourquoi à l'altitude 44. Personne ne demandait pourquoi quand Nathalie utilisait ce ton. Valentine nota dans son carnet à spirale 11h, tout le personnel aux stations, et elle souligna l'heure sans savoir exactement pourquoi. À 10h43, les ascenseurs principaux de l'altitude 44 s'ouvrirent. Ce n'était pas l'entrée de service, par où arrivait le personnel et les fournisseurs. C'était l'entrée principale, celle qui donnait directement sur le salon depuis le hall privé du 44e étage, avec des portes en verre gravées que l'équipe de nettoyage polissait chaque matin avec une solution spéciale que Nathalie avait fait venir d'Allemagne, parce que la solution belge laissait des taches microscopiques qui offensaient sa sensibilité esthétique. Par ces portes entrèrent 6 personnes, non pas une, non pas 2, 6, 4 hommes et 2 femmes, tous en costume bleu marine, avec la même coupe impeccable que les 2 que Valentine avait vus dans le hall 1 heure auparavant. Porte-documents en cuir, pas coordonnés sans être martiaux, l'énergie silencieuse et absolument écrasante de ceux qui entrent dans un lieu sachant qu'ils ont une raison légale, factuelle et contractuelle d'être là,
et que cette raison n'est pas discutable. Derrière eux, marchant avec ce calme qui occupait l'espace sans demander la permission, entra Hélène Vandenberg, tailleur bleu marine, cette fois parfaitement assortie à celui de son équipe, bien que chez elle, le tissu tombait d'une manière légèrement différente, de la manière dont les vêtements tombent différemment sur celui qui les porte, pour des raisons autres que d'impressionner. Chignon bas habituel, la broche dorée sur le revers, le sac à main sombre et rectangulaire sur le bras plié, elle marcha jusqu'au centre du salon et s'arrêta. Elle regarda autour d'elle avec ce regard de faucon que Valentine avait vu le mardi précédent à la table latérale, seulement que maintenant, elle n'avait plus besoin de le dissimuler. Le salon de l'altitude 44 était magnifique, avec ses baies vitrées du sol au plafond et sa vue à 360 degrés sur la ville. À 10h43 du matin, avec la lumière de novembre entrant horizontalement et blanche, le marbre du sol brillait comme de l'eau calme. Hélène regarda tout et à aucun moment ne sembla impressionnée, car il est impossible d'être impressionné par quelque chose qui est déjà à vous. Philippe de Clercq apparut par les escaliers intérieurs 4 minutes plus tard. Il n'était pas descendu en costume. Il était descendu avec les vêtements qu'il portait dans son bureau le matin, avant de se préparer à recevoir des clients. Pantalon sombre, chemise sans cravate, le genre de tenue qui indiquait qu'il avait été surpris avant d'être prêt à être vu. Son expression était celle de quelqu'un qui a reçu une nouvelle inattendue et qui est encore en train de décider s'il doit paraître calme ou s'il n'en vaut plus la peine. « Madame Vandenberg », dit-il du milieu des escaliers d'un ton soigneusement calibré, essayant de paraître comme un hôte dans un endroit qu'il ne sentait soudainement plus tout à fait le sien. « Quelle surprise! Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Si vous m'aviez prévenu, avec plaisir. » « Il n'était pas nécessaire de prévenir, » dit Hélène sans se tourner vers lui. Elle continuait de regarder le salon. « Je connais parfaitement l'espace. Je le connais depuis avant que vous ne le louiez. » Philippe descendit les dernières marches. Le plus grand des avocats s'avança et lui tendit une enveloppe. « Monsieur de Clercq, je suis maître Moreau du cabinet Vandenberg Avocats. Nous vous remettons formellement la notification d'audit complet du contrat de location numéro 424 à 2019 correspondant à l'espace commercial nommé l'Altitude 44, 44e étage de la Tour Azur. L'audit couvre la période complète d'exploitation du contrat en vigueur et concerne les domaines fiscal, du droit du travail, sanitaire et d'urbanisme. » Philippe regarda l'enveloppe comme si c'était un objet qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. « C'est, » commença-t-il. « Une notification formelle, » dit Maître Moreau. « Vos droits et obligations sont spécifiés dans le document. Vous disposez de 72 heures pour une réponse initiale. Mais le contrat n'expire pas avant. »« Le contrat, » dit Hélène, se tournant finalement vers lui avec cette sérénité absolue qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être parfaitement claire. « Il contient des clauses d'audit que vous avez signées en 2019 et que, par la même signature, vous avez acceptées comme condition d'exploitation. Ce n'est pas une négociation, monsieur de Clercq, c'est un processus qui est déjà en cours. » Philippe ouvrit la bouche, la referma. Nathalie, qui était apparue dans le couloir latéral avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que la réunion qu'elle pensait être de routine ne l'est pas du tout, resta complètement immobile contre le mur. Le personnel de salle, dispersé à ses stations comme Nathalie l'avait indiqué, sans savoir pourquoi, observait en silence. Le commis de salle à la verrerie, Manon à l'accueil, Thomas derrière le bar et Valentine à sa station près de la fenêtre latérale, où 4 jours auparavant elle avait servi un café filtre maison à une dame aux cheveux argentés qui n'avait pas de réservation. Ce qui suivit dura environ 40 minutes et se déroula simultanément dans 2 espaces. Dans le salon où Hélène et 2 des avocats firent une visite méthodique de l'espace avec tablettes et caméras, documentant chaque détail avec l'efficacité tranquille de ceux qui ont déjà fait cela. Et dans le bureau de Philippe, où Maître Moreau et 2 autres avocats conduisirent le propriétaire du restaurant pour la première révision de la documentation. Nathalie entra aussi dans ce bureau. Personne ne l'invita, personne ne l'arrêta. Valentine, depuis sa station, la vit disparaître dans le couloir avec cette raideur du dos qui, dans des conditions normales, irradiait l'autorité et qui, à ce moment précis, irradiait quelque chose de complètement différent. Hélène s'arrêta devant la fenêtre latérale, la même fenêtre d'où l'on voyait le bois de la Cambre et les jours clairs les collines du Brabant wallonne. Aujourd'hui, c'était un de ces jours. Valentine s'approcha, non pas parce que quelqu'un lui dit de s'approcher, mais parce qu'il y avait quelque chose dans la manière dont Hélène regardait cette vue qui était exactement la même manière dont Valentine l'avait vue la regarder 4 jours auparavant
et elle sentit que dans ce mouvement, il y avait quelque chose qui bouclait la boucle. Madame Hélène. Hélène se retourna, la vit et sourit. Pas le petit sourire presque secret de la première fois. Celui-ci était plus large, plus visible, le sourire de celui qui n'a plus rien à cacher. « Valentine, dit-elle, je suis contente que vous soyez ici. J'ai lu le projet, demanda Valentine, bien que ce ne fût pas la question qu'elle voulait poser en premier. Oui, toute la nuit de jeudi. Et je veux le faire, dit Valentine. Je veux le projet de Durby. Hélène hocha la tête. Je sais. Comment le savez-vous? Parce que si vous n'aviez pas voulu, dit Hélène, vous m'auriez appelé vendredi pour me dire que vous y réfléchiriez davantage et vous n'avez pas appelé. C'est aussi une réponse. Valentine y pensa. Elle avait raison. Ce fut Maître Moreau qui remit l'enveloppe à Valentine. Non pas à ce moment-là, mais lorsque la réunion de bureau se termina et que l'équipe juridique commençait à s'organiser pour partir, il s'approcha de sa station avec la même efficacité tranquille avec laquelle il avait fait tout le reste. Il lui tendit une enveloppe scellée avec le logo de Vandenberg Avocats et dit « De la part de Madame Hélène ». Valentine l'ouvrit sur le champ, sans attendre. À l'intérieur, il y avait une lettre d'une seule page, à en-tête du groupe, signée à la fin d'une écriture grande et claire qui disait simplement « Hélène V ». C'était une offre formelle d'embauche en tant que directrice culinaire du projet Racine à Durby, avec un salaire mensuel, des avantages sociaux légaux et supérieurs, un budget de développement de menus, des indemnités de voyage pour la recherche d'ingrédients dans la région et une période de développement de 6 mois avant l'ouverture, pendant laquelle Valentine aurait accès à une formation avec les meilleurs chefs de cuisine traditionnelle wallonne que le groupe pourrait réunir. À la fin de la lettre, il y avait une ligne manuscrite différente du reste du texte imprimé. Le restaurant s'appellera Christine, si vous êtes d'accord. Valentine lut cette ligne. Elle la lut encore une fois. Ses mains ne tremblèrent pas, mais quelque chose derrière ses yeux le fit avec cette vibration spécifique qui n'est pas exactement des pleurs, mais le mouvement que les pleurs font avant de décider s'ils sortent ou restent. Ils restèrent. Valentine plia soigneusement la lettre, la glissa dans la poche de son tablier, poche des trésors. Et quand elle leva les yeux, Hélène était à 4 mètres, l'observant avec ce regard de celle qui sait déjà ce qui va se passer. Mais elle attend de toute façon, parce que certains moments méritent d'être vécus pleinement. Valentine hocha la tête, une seule fois, fermement et complètement. Hélène hocha également la tête. Philippe de Clercq sortit de son propre bureau 20 minutes plus tard avec l'expression de quelqu'un qui vient de comprendre que le sol sur lequel il croyait se tenir était en réalité le plafond d'autre chose. Maître Moreau lui remit une deuxième documentation, le début formel du processus de non-renouvellement du contrat pour non-respect des clauses du droit du travail identifiées dans l'audit préliminaire, parmi lesquelles la redistribution non autorisée des pourboires, le non-paiement systématique des heures supplémentaires et 3 avertissements formels émis au cours des 6 derniers mois sans la procédure légale requise. Philippe la prit, regarda Nathalie. Nathalie regarda le sol. Le marbre, qui ce matin-là brillait comme de l'eau calme sous la lumière de novembre, continua de briller exactement de la même manière, indifférent comme laisse le marbre, à qui le foule et avec quel type de chaussures. Hélène s'approcha de Valentine une dernière fois avant de partir. « Vous avez 2 semaines pour donner votre préavis ici, » dit-elle à voix basse. « Prenez le temps qu'il vous faut pour organiser vos affaires. Le projet de Durby commencera quand vous serez prête. »« Merci, Madame Hélène, » dit Valentine. « Ne me les donnez pas encore, » dit Hélène. « Donnez-les-moi quand vous goûterez la première carbonade du restaurant. » Et elle se dirigea vers les ascenseurs avec son équipe, avec cette manière de marcher qui n'a pas besoin d'annoncer quoi que ce soit parce que tout ce qui devait être dit l'était déjà. Les portes en verre gravées se refermèrent derrière elle. Le salon de l'altitude 44 fut plongé dans le silence. Valentine regarda la fenêtre latérale, le bois de la Cambre vert et étendu, les collines du Brabant wallonne au fond, parfaitement claires. Elle mit la main dans la poche de son tablier, toucha la lettre pliée, Christine, le nom de sa mère en lettre d'imprimerie, écrit par une femme qui ne l'avait jamais connue et qui pourtant savait que ce nom était le bon. Valentine respira lentement et pour la première fois en 3 ans, elle sentit que le 44e étage n'était pas un endroit d'où l'on regardait la ville en attendant de descendre. C'était l'endroit d'où elle commençait à monter. La table qui fut toujours la sienne. Valentine Mercier donna son préavis formel un mercredi matin, 9 jours après que les avocats du groupe Vandenberg entrèrent à l'altitude 44,
avec leurs porte-documents en cuir et leurs costumes bleu marine et leur silence qui valait plus que n'importe quel discours. Elle ne le fit pas avec dramaturgie, elle ne le fit pas avec le genre de satisfaction bruyante que les films suggèrent que l'on devrait ressentir à ce moment-là, avec de la musique de fond et la caméra tournant autour du protagoniste, tandis que le méchant pâlit en temps réel. Elle le fit de la manière dont elle avait fait presque tout au cours des 3 dernières années, lentement, avec précision, avec les mots exacts et aucun de plus. Nathalie Lambert était dans son bureau lorsque Valentine frappa au cadre de la porte ouverte à 10h15. « Entrez » dit Nathalie sans lever les yeux de son écran. Elle avait toujours ce ton. Elle l'utilisait toujours. Bien qu'au cours des 9 jours écoulés depuis la visite des avocats, il y avait quelque chose de subtilement différent en lui, comme une note musicale qui sonne pareille, mais sur un instrument qui a perdu un peu de tension dans les cordes. Valentine entra, déposa sur le bureau une feuille pliée en 2. Nathalie la regarda, la prit, la lut. C'était la lettre de démission volontaire de Valentine Mercier, rédigée conformément aux articles du Code du travail belge, avec des remerciements formels pour la période de travail et une demande de liquidation complète des prestations. Le silence dura exactement le temps qu'il fallut à Nathalie pour lire les 4 lignes du document. « Où allez-vous » dit-elle enfin. Ce n'était pas de la curiosité genuine, c'était le réflexe involontaire de celui qui a besoin de situer sur la carte la personne qui vient de sortir de son contrôle. « À Durby » dit Valentine. Nathalie la regarda. « Pour faire quoi ?»« Mon travail » dit Valentine. Et dans cette réponse, qui était la même qu'elle avait donnée 9 jours auparavant, lorsque Philippe lui avait demandé ce qu'elle croyait faire, il y avait quelque chose qui bouclait la boucle d'une manière si propre que Valentine le sentit physiquement, comme le clic d'une serrure qui trouve enfin la bonne clé. Nathalie ne répondit pas. Valentine ramassa son sac à dos. Elle sortit du bureau. Les 9 derniers jours à l'altitude 44 avaient eu la texture étrange des adieux, que personne n'annonce à voix haute. Le personnel savait que quelque chose avait changé depuis la visite des avocats. Les nouvelles dans ce genre d'endroit voyagent à travers les silences et les changements d'expression plus qu'à travers les mots. Et tous avaient vu Philippe remonter dans son bureau avec l'enveloppe à la main et le visage de celui qui vient de recevoir une facture inattendue et qu'il ne peut pas payer. Tous avaient vu Nathalie passer les jours suivants avec cette tension de corde lâche qui était nouvelle chez elle et que personne ne savait exactement comment interpréter, car il ne l'avait jamais vue ainsi. Personne ne demanda à Valentine ce qu'elle savait, mais Manon la chercha le jeudi à la station de Boisson et lui dit avec ce mélange de soulagement et de culpabilité qui caractérise les bonnes personnes qui ont gardé le silence trop longtemps. « Je suis contente de ce qui se passe, quel que ce soit. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis contente. » Valentine lui sourit. « Ça va aller, Manon. Et vous ?»« Moi aussi. » Thomas, le barista, lui prépara le dernier vendredi un café filtre maison sans qu'elle le demande, le plaça sur le bar à côté de sa station et ne dit rien. Il leva seulement le menton dans ce geste qui, entre personnes qui se comprennent sans avoir besoin de beaucoup de mots, signifie exactement ce qu'il doit signifier. Valentine le bute lentement entre les tables, savourant la cannelle et la cassonade avec la conscience de celui qui sait que les choses ont une dernière fois, même si l'on ne sait pas toujours laquelle. Philippe de Clercq ne redescendit pas dans le salon pendant ces 9 jours. Le dernier service de Valentine à l'altitude 44 fut un vendredi de service complet, table remplie dès l'ouverture, un groupe de 12 personnes célébrant un anniversaire d'entreprise à la table en enfilade du centre et 3 réservations VIP simultanées qui nécessitaient une coordination de niveau chirurgical entre cuisine et salle. Valentine coordonna, Valentine couvrit, Valentine anticipa. Elle le fit avec la même précision que toujours, avec la même présence complète que toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont elle se déplaçait cet après-midi-là dans le salon. Quelque chose que Manon remarqua, et que Thomas remarqua, et que même le chef de cuisine, un homme de peu de mots appelé Bernard, qui travaillait au restaurant depuis 8 ans et avait vu plus de personnel entrer et sortir qu'il ne pouvait en compter, remarqua quand Valentine passa par les portes battantes pour prendre une commande. « Eh » lui dit Bernard de sa voix de peu de syllabes. Valentine s'arrêta. « Bonne chance » dit-il. Juste ça. Valentine hocha la tête. « Merci Bernard » et elle le continua. À 23h20 ce soir-là, quand le dernier convive eut demandé son addition et que le personnel commençait la fermeture, Valentine alla à son casier pour la dernière fois. Elle sortit son sac à dos, sortit la chemise du groupe Vandenberg qu'elle avait gardée là pendant 9 jours, voyageant avec elle tous les jours de haut en bas dans l'ascenseur, invisible pour tous,
le poids exact de quelque chose qui est sur le point de commencer. Elle ôta son tablier, le plia avec le même soin qu'elle avait plié des serviettes pendant 3 ans, non pas parce que quelqu'un allait le vérifier, mais parce que c'était sa façon de faire les choses, et cela ne dépendait pas de si quelqu'un regardait ou non. Elle le laissa plier sur le casier, prit son sac à dos et sa chemise. Elle sortit par la porte de service. L'ascenseur mit 2 minutes, 44 étages vers le bas, pour la dernière fois. 6 semaines plus tard, Valentine Mercier atterrit à l'aéroport international de Bruxelles National avec 2 valises, un sac à dos, une chemise pleine de notes écrites de sa propre main et la certitude calme et ferme de quelqu'un qui marche vers quelque chose depuis longtemps et vient de reconnaître le sol sous ses pieds. L'air de Durby en Siambre sentait le bois de hêtre et la terre humide et quelque chose qui n'a pas de nom exact, mais que les Wallonnes qui ont vécu loin reconnaissent avec le corps avant de le reconnaître avec l'esprit. Valentine le reconnut, respira profondément et pensa « ici ». L'espace pour le restaurant Christine était dans le centre historique de la ville, à 2 rues de la place du marché, dans une ancienne demeure du XVIIe siècle que le groupe Vandenberg avait acquise 5 ans auparavant et qui était en restauration minutieuse depuis lors. Murs en pierre bleue de taille, patio intérieur avec une glycine qui avait poussé pendant des décennies et que personne n'avait taillé parce que l'architecte qui dirigeait la restauration avait dit que la glycine faisait partie de la structure émotionnelle, lieu, autant que n'importe quelle poutre en bois. Valentine la vit pour la première fois un mardi de décembre avec l'architecte de projet et la décoratrice d'intérieur que le groupe avait assigné et sut dans les 30 premières secondes que c'était exactement le bon endroit. Non pas parce que c'était parfait. Il y avait de l'humidité sur un mur du fond. Le système électrique avait besoin de travaux. La cuisine était un squelette qu'il fallait construire de zéro, mais il y avait cette qualité spécifique des espaces qui ont été habités avec amour pendant longtemps et qui en conservent quelque chose dans les murs, dans l'odeur, dans la manière dont la lumière entre par les arches du patio assisé. « Qu'en pensez-vous » lui demanda l'architecte. « Je pense qu'ici ça va sentir la carbonade » dit Valentine. L'architecte nota quelque chose sur sa tablette avec l'expression de celui qui n'est pas tout à fait sûr de comment transcrire cela, mais qui essaye de toute façon. Les 6 mois suivants furent les plus intenses de la vie de Valentine Mercier, et aussi, sans aucun doute, les plus vivants. Elle s'installa dans un petit appartement à 10 minutes de l'ancienne demeure, suffisamment proche pour marcher au travail le matin, traversant des rues pavées qu'elle connaissait par cœur, même si des années s'étaient écoulées depuis qu'elle les avait foulées. Elle passa ses premières semaines à parcourir les marchés, à visiter des producteurs, à s'asseoir avec des cuisinières traditionnelles des vallées ardennaises et du plateau de la Famenne, qui gardaient depuis des décennies des connaissances que les livres de gastronomie effleuraient à peine. Hélène Vandenberg l'appelait le mardi, non pas pour superviser, mais pour demander « Qu'avez-vous trouvé cette semaine ?» C'était la question habituelle. Et Valentine lui racontait le producteur de baies de genièvre cueillies près de Bouillon, qui avait développé une variété avec plus de profondeur aromatique, sans perdre le piquant caractéristique, la grand-mère à Oufalise, qui préparait le jambon d'Ardenne avec une technique de salage et de séchage que sa famille pratiquait depuis 4 générations, et qui produisait une viande d'une complexité de saveur qu'aucun processus industriel pouvait reproduire. Le marché des abattoirs à Bruxelles, que Valentine avait visité durant ces années-là, bas, sans comprendre tout ce qu'elle voyait, comparé au marché de Baumale-sur-Ourthe à Durby, où tout était plus lent et plus vrai et plus proche de la terre qu'il avait produit. Hélène écoutait avec la même attention complète que toujours. Un après-midi de mars, Valentine lui dit « Madame Hélène, je veux que la première carbonade du restaurant soit celle de ma mère. J'ai la recette qu'elle utilisait, écrite de sa main dans un cahier que je garde depuis sa mort. Mais je veux que la préparation soit la mienne, que ce soit ce que j'ai appris d'elle et aussi ce que j'ai appris après, les 2 choses ensemble. » Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. « C'est exactement ce que ça doit être, » dit Hélène. Le restaurant Christine ouvrit ses portes un samedi de juin à 14h avec des réservations complètes pour les 3 premières semaines et une liste d'attente que le responsable des réservations décrivit avec une combinaison de fierté et de panique que Valentine trouva tout à fait appropriée à la situation. La table près du patio intérieur, sous la glycine que personne n'avait taillée, était réservée à Hélène Vandenberg. Elle arriva ponctuellement comme toujours, seule comme toujours, bien que cette fois-ci, derrière elle n'arrivèrent pas d'avocats en costume bleu marine, mais une femme d'une 40aine d'années avec la même prestance et les mêmes yeux clairs qu'Hélène,
qui s'avéra être sa fille Marianne, et un homme plus âgé aux cheveux complètement blancs, qui s'avéra être l'architecte qui avait conçu la Tour Azur 20 ans auparavant et qui était apparemment le meilleur ami d'Hélène depuis l'université. Valentine les reçut à l'entrée de l'ancienne demeure. Hélène la regarda de haut en bas avec cette évaluation rapide et complète qui chez elle n'était jamais impolie, mais simplement honnête. « Vous êtes différente, dit-elle. »« Je suis chez moi, dit Valentine. » Hélène hocha la tête. C'était la bonne réponse, et les deux le savaient. La carbonade arriva à la table d'Hélène dans une cocotte en céramique artisanale de la région, servie sur un morceau de pintade qui avait cuit depuis l'aube, avec des frites faites maison que l'une des cuisinières de l'équipe de Valentine préparait en temps réel dans la cuisine ouverte qui donnait sur le patio. Hélène la regarda, la sentit, prit la cuillère, goûta. Valentine, qui se tenait à l'écart avec la même quiétude qu'elle avait toujours eue en attendant les réactions des convives, l'observa. Le silence d'Hélène lorsqu'elle goûta, la carbonade dura environ 5 secondes. Puis elle leva les yeux. « Quelle part de cela vient de votre mère et quelle part vient de vous ?» Valentine réfléchit à la réponse. « Exactement la moitié, dit-elle. Et je ne sais plus très bien laquelle est laquelle. » Hélène regarda de nouveau la cocotte. « C'est ça, dit-elle à voix basse. C'est ce qui la rend parfaite. » Cet après-midi-là, lorsque le service fut terminé et que les derniers convives sortirent vers la place du marché, avec cette lenteur satisfaite de celui qui a bien mangé et n'est pas pressé de retourner dans le monde ordinaire, Valentine resta seule dans le patio intérieur. Elle s'assit sur le banc de pierre sous la glycine, qui en juin était en pleine floraison avec ses grappes de couleur magenta intense tombant sur l'arche de pierre bleue de taille, comme si l'espace entier avait décidé de célébrer quelque chose. Elle sortit son téléphone, ouvrit la photographie de sa mère, Christine Mercier, avec le tablier taché de carbonade et les bras étendus sur la marmite en fonte ancestrale. Elle la regarda un long moment. « Je suis arrivée, maman, » dit-elle à voix basse, bien que le patio fût seul et que le seul son fût l'eau de la petite fontaine au centre et le dernier oiseau du jour chantant depuis un point invisible du pommier. « Et je n'ai pas perdu qui je suis en chemin. » Elle rangea son téléphone. Elle respira l'air de Durby, qui sentait le bois de hêtre et la terre et la carbonade, et la glycine et la pierre bleue de taille, chauffée par le soleil de midi, et tout ce que sa mère lui avait laissé, et qu'aucun Philippe de Clercq, ni aucune Nathalie Lambert, du monde ne pouvait lui enlever, parce que ce n'était dans aucun casier d'aucun restaurant, mais à l'endroit le plus profond et le plus sûr qui existe, en elle-même. De l'arche du patio, la cuisinière qui préparait les frites passa la tête. « Chef, nous fermons. » Valentine se leva. « Oui, dit-elle, nous fermons. » Et elle sourit. Pas le sourire d'entraînement qu'elle avait appris à l'altitude 44. Pas le sourire contenu de celle qui supporte. Le sourire de celle qui est arrivée. Fin.